Bonjour ou bonsoir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles internautes, merci d'avoir choisi Telar TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir qui portera sur l'éducation. Je suis Christian Perrin, avec moi sur ce plateau, Marie-Louise Angot, enseignante et écrivaine. À son actif, plusieurs ouvrages, dont le dernier s'intitule « Ils naquirent libres et égaux ». Bonjour Marie-Louise Angot. Bonjour Christian Perrin. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur notre plateau. J'ai dit que vous étiez aussi écrivaine. Y a-t-il un autre ouvrage en chantier? Peut-on avoir l'exclusivité de savoir de quoi s'agira-t-il? Merci Christian Perrin de m'avoir sur votre plateau déjà. Merci de m'avoir invité. Il naquirent libres et égaux, c'est le tout dernier roman que j'ai mis en public et donc qui est sur le marché en ce moment. Comme tout le monde, j'ai des petits projets dans ça. Je ne sais pas lequel je vais publier. Je pense que je publierai un qui est sorti dans l'anthologie de la littérature africaine, congolaise, je pense, qui s'intitule « J'ai oublié de me laver ». Donc, c'est celui-là que… J'ai oublié de me laver parce qu'il n'y avait pas l'eau ou bien parce que j'étais pressé d'aller quelque part? Il faudra attendre. Hein. Ça s'intitule « J'ai oublié de me laver ». Est-ce que tu peux, en quelques lignes, nous présenter, nous parler de ton dernier ouvrage, « Ils naquirent libres et égaux ». C'est quoi déjà l'histoire? Le livre est basé sur les conditions des immigrés, des Africains qui deviennent des immigrés, qui sont obligés de quitter leur pays pour des raisons politiques, pour des raisons d'instabilité politique, et fuient leur pays pour aller se réfugier dans les pays occidentaux où ils pensent avoir ou bien retrouver un semblant de paix. Et puis finalement, arriver dans ces pays-là, c'est juste un mirage. Ce qu'ils espéraient trouver n'existe pas. Et par exemple, avec la France, on se retrouve avec une grosse machine, un bulldozer qui s'appelle France-Afrique, qui est la main forte qui produit des immigrés en produisant des dictateurs qui sont sur le sol africain à mettre le feu dans leur pays pour que les gens puissent fuir. Et donc, vraiment, le livre, il est autour de ça. Les misères, toute la souffrance qu'il y a quand on est déjà chez soi en Afrique et puis quand on quitte l'Afrique pour venir en Europe. Et voilà. Et donc, l'ouvrage est disponible en ligne sur Amazon ou bien? Il est disponible en ligne. On peut le commander dans n'importe quelle librairie, mais il est disponible en ligne. Apparemment, tu ferais aussi du cinéma, c'est cela? Oui. Je suis en train de produire une série qui s'intitule The Great People parce que la guerre de la société, c'est une guerre d'image. Et il ne se passe pas un jour dans le monde entier sans que les médias occidentaux ne puissent ternir l'image d'un Noir ou d'un Africain. Ils trouvent toujours un petit moment pour dire quelque chose qui ne va pas. Nous faisons la une quand nous avons tué, nous faisons la une quand nous avons volé, nous faisons la une quand nous avons commis un crime, un délit, mais quand nous avons trouvé une solution pour sauver le monde, nous ne sommes pas à la une. On ne parle pas de nous. Donc, 99% des informations sur nous, sur les Noirs, dans les médias, c'est dans la négativité. Et on va dire 1%, quand ils se réveillent bien pour dire « Ah, ils ont trouvé un médicament », et puis ça s'arrêtera là, sans plus, sans commentaire. Et cet aspect-là a un but, hein, c'est de… Vous voyez, quand on vous dit tous les jours tu es bête, tu es bête, tu es bête, tu es bête, tu finis par intérioriser et intégrer que tu es bête, et tu ne feras aucun effort pour faire autre chose, parce que de toute façon, je suis bête. Et comme je suis bête, je ne peux rien faire d'autre que être bête. Et tu ne feras aucun effort. Et c'est pour ça que nous, comme on nous présente des êtres négatifs, des êtres qui violent, des êtres qui volent, des êtres qui tuent, des êtres qui font tout ce qu'il y a de mauvais, mais nous regardons le miroir, nous avons cette image négative de nous, on ne veut pas regarder cette image-là, nous tournons le miroir pour regarder l'image des Occidentaux et on veut s'identifier aux Occidentaux. Ce n'est pas pour rien qu'on voit nos femmes aujourd'hui, la femme noire, elle n'a pas envie d'être noire. Elle a envie d'être ce qu'elle n'est pas, avoir des longs ongles qui ne lui appartiennent pas, des longs cheveux qui ne lui appartiennent pas, des longs cils qui ne lui appartiennent pas,
tout ne lui appartient pas, mais elle veut se déguiser parce que son image est trop négative et elle en a peur, elle l'aime pas, elle déteste son image. Et donc, nous, le but de la série, c'est d'inverser la chose. Comme les médias mainstream ont déjà choisi de montrer 99% de notre négativité, nous, on va montrer 99% de tout ce que nous faisons de bien. Nous produisons, nous créons, nous faisons des bonnes choses et on fera 1% de ce que nous faisons de mal, dans le sens de dire ne faisons plus, changeons. Bien, voilà, parlons maintenant du principal sujet au menu de notre entretien, l'éducation, mais en partant sur la base des faits d'actualité. Grande criminalité, crise de valeurs, banditisme, bref, voilà qui caractérise désormais la société congolaise, une société en totale déliquescence avec en relief le phénomène des bébés noirs, des groupes de jeunes criminels, en majorité constitués des mineurs qui, en réalité, à cet âge, seraient encore sur le banc de l'école, mais les voilà dans les avenues de Brazzaville et de Pointe-Noire en train de distribuer gratuitement la mort. Quelle interprétation peut-on faire de ce nouveau visage qu'affiche désormais le Congo-Brazzaville? Déjà, la première chose en tant que Congolaise, en tant que femme, en tant que mère congolaise, donc mère de ces enfants-là, j'ai honte, pour dire la vérité, j'ai honte, mais on ne va pas s'arrêter à dire qu'on a honte. Une société fonctionne avec des cellules. La première cellule, c'est la cellule familiale. Cette cellule familiale a la charge de l'éducation d'un enfant, de la naissance jusqu'à l'infini. D'accord? Donc, l'éducation, réellement, c'est à la famille. Ça part de la famille, de la cellule familiale. Et après cette cellule familiale, donc la cellule familiale, nous avons les pouvoirs politiques, les pouvoirs publics qui prennent le relais pour l'instruction des enfants qui sont éduqués dans leur famille. Donc, l'instruction est la charge de l'État, qui sont les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics doivent mettre en place des structures et des infrastructures pour pouvoir relayer le travail fait par les parents pour l'éducation des enfants. Et dans ces pouvoirs publics, il y a une cellule d'aide et de soutien qui est la cellule service social pour aider quand il y a détresse et que les parents n'en peuvent plus. Les services sociaux peut-être pas prendre le relais, ils prennent pas le relais, mais ils viennent au secours des familles pour les soutenir afin que l'éducation de l'enfant continue. Donc, c'est comme un cercle, en fait. La cellule familiale, l'État qui englobe les services sociaux pour revenir à la famille. Or, c'est une chaîne. Et dans cette chaîne-là, il y a un maillon qui s'est brisé. Le maillon État s'est brisé. Et comme la responsabilité de l'État s'est brisée, tout est brisé à l'intérieur. Et donc, l'enfant reste au centre, la victime de tout cela. Je ne dirais pas que les bébés noirs sont des criminels. Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Les bébés noirs sont des victimes de tout ce système. Ils ont été créés, la destruction de l'éducation de ces enfants, effectivement, qui devaient être à l'école, parce que l'école, l'âge scolaire, c'est de 6 à 16 ans. Et ces enfants-là n'ont pas 16 ans en général. Donc, ils devraient être à l'école. Ou bien, ou moins, parce que l'école n'étant pas, l'école en tant qu'institution n'est pas obligatoire, ces enfants-là doivent être scolarisés soit dans une institution qui s'appelle école, soit à domicile, avec les parents qui sont capables de payer des instructeurs privés qualifiés, ou bien des parents eux-mêmes qui sont capables de le faire. Mais ces enfants-là de 0 à 16 ans doivent recevoir l'éducation de la famille, l'instruction de l'État et le soutien des services sociaux, ce qu'ils ne reçoivent pas. Et ils sont au centre comme des victimes perdues, abandonnées à eux-mêmes. Donc, ce que nous voyons là, c'est juste une conséquence oui. de la défaillance de la chaîne du système éducatif. Tu pointes du doigt l'État qui a dû faillir, puisque c'est le maillon qui a failli, selon ce que tu viens de dire. L'État, de son côté, pense que ce sont les parents qui ont failli. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. L'État, de son côté, pense que ce sont les parents qui ont failli. Je vais dire que je n'ai pas envie d'être désagréable, mais je veux dire qu'il n'y a qu'un État voyou qui peut penser que l'éducation des enfants a failli parce que les parents ont failli. Parce qu'un vrai État qui se prépare pour l'avenir, qui prépare l'avenir de sa société, qui prépare le lendemain, c'est-à-dire les gens qui viendront les remplacer, eux, qui sont là,
ils veilleront à ce que ces enfants-là écoutent et comprennent coûte que coûte. À ce que ces enfants-là apprennent et s'instruisent coûte que coûte. À ce que ces enfants-là soient formés coûte que coûte. N'est-ce pas? Il peut arriver que les parents soient un peu démunis face à des enfants qui grandissent. Nous ne sommes plus à l'époque où nos parents nous mettaient pieds avant, à genoux, sur du riz, des trucs comme ça, et puis tout se passait bien. On se taisait. On n'est plus à cette époque-là. Il n'y avait pas la télévision à mon époque, donc on ne regardait pas la télé pour voir comment ça se passe ailleurs. C'est ce qui se passait chez moi, c'était ça la vérité. Aujourd'hui, les enfants regardent ce qui se passe dans tous les 4 coins du monde, donc ils comparent leur vie à celle des autres. Si les parents n'arrivent pas à suivre le rythme des enfants, l'État devrait mettre des structures, des infrastructures et des structures nécessaires pour soutenir le travail que font les parents. Maintenant, si l'État ne met pas ces structures-là, l'État ne met pas des centres d'aération pour les jeunes, l'État ne met pas des centres je ne parle pas encore d'école, hein, je parle des centres où les enfants peuvent aller se récréer, mais pas dans le sens de la bêtise, mais dans le sens de la construction de l'enfant. Il n'y a pas de centre, il n'y a même pas de parc où un enfant peut aller faire une balançoire. Rien que ça peut travailler. L'esprit d'un enfant, le cerveau d'un enfant doit travailler. Quand il fait la balançoire, il travaille. Quand il fait comment ça s'appelle, slider, il glisse, il travaille. Quand il court, il joue au football, il travaille. Quand il fait tous les jeux, il travaille. Son esprit travaille, son cerveau travaille. Et c'est comme ça que l'enfant grandit. On n'a pas ces structures-là. Les enfants doivent rester chez eux avec les parents. Ils ne peuvent pas rester dans la maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils doivent aller jouer dehors. L'État n'a pas mis en place des structures pour aider les parents. Donc, ils ne peuvent pas dire que les parents ont failli. Alors, donc, si l'État a failli, cela veut dire qu'il a dû manquer à quelque chose. Et c'est ce qu'on va peut-être comprendre. Est-ce qu'on peut faire une petite rétrospective sur le système éducatif? Probablement qu'on comprendra mieux d'où nous sommes partis, où nous sommes actuellement et qu'est-ce qui a dû faillir en cours de route. Alors ça, je pense qu'il faut écrire une thèse pour aller du début jusqu'à là où nous sommes. Avant le départ du colon, l'école était prise en charge par le colon et le colon formait qui il voulait pour ce qu'il voulait. Il avait un objectif parce que l'éducation, on éduque un enfant pour qu'il soit un adulte responsable, n'est-ce pas? C'est tout simplement ça, hein? On éduque un enfant pour qu'il soit un citoyen responsable dans la société. C'est comme ça que les parents, c'est pour cette raison que les parents éduquent leurs enfants, et pour que les enfants soient des citoyens responsables dans la société. Mais l'instruction que l'institution, comme l'école et autres centres et machin, l'institution que doit recevoir un enfant doit avoir un but et un objectif. Un enseignant qui vient en classe sans objectif n'est pas un bon enseignant. Parce qu'à la fin de ton cours, ton enfant doit atteindre un certain but. Donc, l'instruction de ces enfants devrait avoir un certain but. Le colon instruisait les Africains, les Congolais, avec un certain but. D'accord? Et quand le colon est parti, nous sommes restés responsables de l'école. Donc, c'est devenu une responsabilité presque régalienne, enfin, on va dire régalienne. Donc, c'était l'État qui devait instruire les Congolais. N'est-ce pas? On a eu l'école à 100%. Hein. Notre école, notre système éducatif était un système très, très, très respecté et respectable au point que nous recevions des étudiants de partout, des élèves et étudiants de partout en Afrique. Je me souviens qu'à mon époque, j'ai été à Karl Marx, j'ai passé une année à Karl Marx. J'ai été à Karl Marx à l'école avec des élèves qui venaient du Bénin, qui venaient du Cameroun, qui venaient du Tchad, de la Centrafrique et de beaucoup d'autres pays africains, qui n'avaient pas de parents à Pointe-Noire, mais qui venaient juste pour étudier. Parce que nos écoles avaient une très bonne réputation. Nous avions des enseignants très bien formés qui savaient transmettre leur savoir à leurs élèves, n'est-ce pas? Et à l'université Marien Ngouabi, ça ce n'est un secret pour personne, quand je suis arrivée à l'université, on avait des étudiants de partout. J'ai été à l'école à la fac avec des Soudanais, des Tchadiens, des étudiants de partout en Afrique qui sont venus étudier au Congo. À cette époque-là, l'université Marien Ngouabi était encore un tout petit peu université. Et donc, quand on essaie de voir, et puis l'école primaire,
on n'avait pas de maternelle, beaucoup de maternelle à cette époque, mais l'école primaire et le collège, mais c'était des centres pépinières, on peut les appeler comme ça, des centres pépinières qui étaient plus ou moins bien gérés parce que les enfants on ne voyait pas des enfants, ils ne vont pas à l'école parce que les parents sont pauvres, tout le monde allait à l'école. À l'école, on donnait, moi j'étais à l'école primaire quand on a donné des fournitures scolaires à l'école. On a donné des livres, des fournitures scolaires et tout ce qu'il fallait à l'école pour que l'enfant réussisse. On avait des centres d'hygiène scolaire pour prendre soin de la santé des enfants. Quand tu es malade, tu vas au centre d'hygiène scolaire, on te soigne gratuitement, tu te soignes, tu es guéri, tu retournes à l'école. L'école était un endroit où tout le monde avait du plaisir à aller parce que les gouvernements à l'époque, donc les services publics à l'époque, avaient au moins plus ou moins cette conscience. Et depuis, je pense que c'est depuis la chute du mur de Berlin que les choses ont commencé à se dégrader parce que pour X raisons, nous avons pensé que l'éducation ne doit plus faire la priorité dans l'avenir de notre pays et que c'est la défense qui doit faire la priorité dans l'avenir de notre pays. Et donc, on a pensé qu'il faut plutôt augmenter le nombre de miliciens, augmenter le nombre de militaires, augmenter le nombre de gendarmes, augmenter le nombre de policiers et puis acheter plus d'armes. Le budget de la défense a dépassé le budget de l'éducation. L'éducation a été laissée pour compte et aujourd'hui, on en est là où on est. Et lorsque tu étais en train d'expliquer à cette période-là où l'école congolaise était encore un modèle pour l'Afrique, nous sommes là dans quelle année? En quelle période, disons? À l'accession de l'indépendance jusqu'aux années 80, 90, on avait encore enfin, quoique en 86, on a commencé à avoir, disons, on va dire jusqu'aux années 80, maximum. Jusqu'aux années 80, nos écoles avaient encore une assez bonne réputation. Jusqu'aux années 80. Après les années 80, donc 79, ce sont des ceux venus au pouvoir. Donc, je pense que c'est là qu'on a chuté, hein. On a chuté à partir de 79, on peut dire ça comme ça. Avant de continuer notre émission, je vais donc t'inviter à suivre avec moi ce reportage, juste pour apprécier un peu ce qu'est devenu l'école congolaise depuis là, et puis on reviendra sur notre plateau. C'est un reportage qui parle des conditions dans lesquelles nos enfants étudient actuellement, les enseignants, et en fait le cadre scolaire actuel au Congo-Brazzaville. Suivez. Des élèves confinés les uns les autres, assis à même le sol, c'est le souci quotidien et un casse-tête pour l'équipe dirigeante de l'école primaire de Kibina. Vraiment, les enfants assis à même le sol, vraiment ça me rend malade. Devant la situation, le corps enseignant ne peut rien. On enseigne l'essentiel, on y peut réduire, tout le monde doit comprendre. Des salles de classe qui comptent même jusqu'à 398 élèves, 10 fois plus que les effectifs pédagogiques normaux. C'est la réalité de l'école primaire de Kibina. Dans cette classe, c'est 398 élèves. Juste à côté, c'est une classe de CE1, c'est 266 élèves. Normal que Grâce plaide pour son école. Bon, pour s'asseoir à terre, là aussi, c'est pas bien parce que les autres aussi qui peuvent s'asseoir à terre, ils sont à terre, ils regardent le tableau est en haut, mais eux, ils sont en bas. Donc, ce que je veux, c'est qu'on nous envoie seulement des bons pour bien écrire aussi, bien regarder au tableau. C'est pas le collège qui est logé à bonne enseigne sur la question. Dans cette classe de 3e, ce sont les premiers venus qui occupent les tables bons. Les retardataires, c'est le sol. Ça va pas. Parce que dans les conditions là, on ne peut pas être bon. Un vrai problème pour le surveillant général du collège. Nous ne pouvons pas nous dégager de cette difficulté parce que c'est la réalité qui se présente. Nous sommes une école périphérique, donc les environs n'ont pas de CEG. Au point que nous recevons les enfants de Madjibou, les enfants qui viennent de par-ci par-là. C'est ça qui fait que nous ayons un pléthore. Mais puisque la réalité est celle-là, nous sommes tenus de travailler dans cette réalité. À côté de ce problème de pléthore, un autre problème, le déficit du personnel enseignant à l'école primaire
de Kibina. Dans notre classe de 398 élèves, l'enseignante est enceinte et c'est le directeur de l'école lui-même qui, quelquefois, la souplait. Oui, effectivement, j'ai un problème d'enseignant. S'il y avait suffisamment de personnel actif, il devait y avoir deux vagues ici à Kibina. Mais dommage, en ce net moment, même moi en tant que directeur, je suis au bureau et en même temps en classe. Alors, Marie-Louise Angot, je rappelle que vous êtes enseignante et écrivaine. Alors, en votre qualité d'enseignante, d'abord, comment vous vous sentirez dans de telles conditions de travail? Je n'ai jamais enseigné au Congo, n'est-ce pas? Si vous étiez au Congo, je dis bien, et voilà, dans ces conditions-là, comment vous sentiriez-vous? Je dis que je n'ai jamais enseigné au Congo. L'expérience d'enseignement que j'ai enseigné en France. Je sais que quand j'ai commencé à enseigner, quand je suis arrivée dans l'enseignement en 92, on avait des effectifs de 35 élèves par classe, maximum. C'était le maximum en France. 35 élèves en 92. J'ai commencé à enseigner dans un lycée technique. Quand on atteignait 36 élèves, c'est-à-dire pour X raisons, l'établissement reçoit un nouvel élève et que dans la classe, on va avoir 36 élèves, on cassait les classes automatiquement. Parce que 35, c'était le maximum. Quand un élève arrivait de quelque part et qu'on a 36 élèves dans une classe, on cassait les classes et on recréait une autre classe pour faire des classes de moins de 35. Parce que avec plus de 35 élèves, on estimait que déjà l'attention des élèves, on ne pouvait pas l'avoir pendant une heure. Le prof ne pouvait pas transmettre. Ça, c'est quel cycle, ça? C'est quel cycle? C'est quel cycle? Primaire, secondaire? Ou... Non, j'étais dans. Enfin, ça, c'était. Moi, j'étais dans un lycée technique, mais ça, c'était la règle en France. Hein. On n'avait pas d'élèves, on n'avait pas de classe de plus de 35 élèves. D'accord? Et on cassait la classe et on recréait une autre classe. Parce qu'on estimait que dans les conditions de pléthore, l'enseignant ne pouvait pas transmettre facilement son savoir à des apprenants qui doivent repartir chez eux avec un savoir, avec un bout de savoir chaque jour. Et donc, quand je regarde cette image désolante où on a 398 élèves, alors, quand je dis 35 élèves, ça c'est quand j'ai commencé en 92, j'ai quitté la France en 2007, on avait 20 élèves en classe. Donc, de 92 à 2007, on s'est retrouvé finalement avec des effectifs de 20 élèves en classe. Avec 20 élèves, on enseignait, pas plus que ça. Moi, j'ai eu des classes de 20 élèves, pas plus que ça. Et là, nous avons des classes qui ont en fait 10 fois plus. Voilà, 398 élèves. Je n'enseigne pas. Simple, je ne vais pas dans cette classe. Je n'y vais pas parce que soit c'est de la comédie, soit c'est de l'hypocrisie. Aucun enseignant ne peut passer un savoir dans ça. Rien que faire quand un enseignant arrive, la première chose, tu veux savoir si tous tes élèves sont là. Ça, c'est la première chose. Donc, tu fais l'appel. 398 élèves, on fait l'appel. Comment? On appelle qui? En combien de temps? On fera au moins 1 heure de temps pour faire l'appel. Même plus. Là, on est en train de faire une proclamation à la radio. 390 élèves. Quand on a fini de faire ça, on a des enfants qui sont assis par terre. Moi, en tant que parent, n'est-ce pas? En tant que parent, je n'admettrai jamais que mon enfant aille pour aller s'instruire, le futur cadre de ce pays, n'est-ce pas? Qu'il aille s'asseoir par terre pour aller quémander un savoir. Je ne le ferai pas, mon enfant n'ira pas, et moi, en tant qu'enseignante, je n'entre pas dans cette classe. Donc, les enseignants qui acceptent de travailler dans ces conditions-là sont complices de ce drame. Ils sont complices. Moi, en tant qu'enseignante, je n'entre pas dans cette classe. Je n'enseigne pas. Alors, mais qu'est-ce qui peut justifier donc ce délabrement très avancé du système éducatif? Un pays, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, qui était bien parti et tout d'un coup, en moins de 10 ans, on s'est retrouvé, sinon en moins de 20 ans, on s'est retrouvé dans cette situation-là, déplorable d'ailleurs. Il faut dire une chose. Vous, votre maison, la maison dans laquelle vous vivez, hein, vous avez besoin de l'entretenir tous les jours au moins. Naturellement. La maison dans laquelle vous vivez. Vous entretenez votre maison tous les jours. Nous entretenons nos maisons tous les jours pour les maintenir en bon état. Ça, ce sont des bâtiments privés, mais nous prenons quand même soin chaque jour pour que les bâtiments ne se dégradent pas. Là, nous sommes en train de parler des bâtiments publics qui sont utilisés 7 jours sur 7 et possiblement 24 heures sur 24 par des personnes d'horizons divers.
qui arrivent, il y en a qui ont touché ici, qui ont touché là, avec des mains propres, avec des mains sales, qui ont cassé ici, qui ont cassé là. Des bâtiments qu'on ne renouvelle pas. Des bâtiments dont nous avons hérité depuis le départ du colon. Des bâtiments que le colon a laissés et la population augmente. Les bâtiments sont restés les mêmes, on n'en a pas ajouté et on fait des enfants et donc la population ne fait qu'augmenter et on les entasse dans ces populations, dans ces endroits-là. Qu'est-ce que vous pensez qu'il peut se passer dans ces conditions-là? Regardez, en France, moi je prends l'exemple de la France toujours parce que voilà, en France, dans un quartier, dans un seul quartier, vous pouvez avoir 3 écoles maternelles, 3 écoles primaires, un collège, un quartier. Parce qu'un enfant, déjà, ne peut pas aller à une longue distance pour aller à l'école, c'est pas normal. Et de 2, on ne peut pas admettre qu'il y ait tous les enfants du même quartier dans une même classe. C'est pas possible. Parce que le principe est d'avoir moins d'élèves dans la classe pour que l'enseignant puisse travailler et que le savoir puisse être transmis. On a au moins 3 maternelles dans un même quartier. Cela fait que, et puis on a du personnel enseignant, du personnel non enseignant pour l'entretien des bâtiments, des places. On lave. Oui, mais Marie-Louise, pendant que vous êtes en train de nous décrire un peu le système scolaire en France, mais nous copions la France. Évidemment, nous copions la France. Et pourquoi le Congo a pourquoi ne pas copier ce qui est bon? Pourquoi copions-nous seulement ce qui ne va pas? Ce qui va aussi en France. Moi, je dis ça parce que là, quand la France dit il faut sauter sur les ponts, là-bas, on fait la résonance, sauter sur les ponts. Quand la France dit il faut boire les urines, là-bas, on fait la résonance, il faut boire les urines. Et pourquoi, quand la France dit 20 élèves dans la classe, pourquoi on ne fait pas cette résonance? Moi, je parle de la France parce qu'eux, ils copient la France. Je ne parle pas d'ici. Hein. Si je parle de l'Angleterre, je les tue. En Angleterre, c'est différent, complètement différent. Je parle de la France. Et c'est là, évidemment, qu'on peut aussi regarder l'attitude de nos gouvernements qui, au lieu d'améliorer les conditions d'études au Congo-Brazzaville, préfèrent plutôt envoyer leurs enfants à l'extérieur pour aller apprendre. Et curieusement, on a même des ministres de l'enseignement ou de l'éducation qui, eux, préfèrent envoyer leurs enfants à l'extérieur pour aller étudier. Je crois qu'il y a un gros souci à ce niveau aussi. Tout à fait, parce que si déjà vous voyez que un père n'est pas fier d'avoir son enfant vivre dans son environnement et il trouve que son environnement est sale, la maison est sale, il va envoyer son enfant chez le voisin. Vous savez, il y a une chose qui est avec les enseignants, quand vous êtes formé pour être enseignant, vous apprenez des petites choses du genre, si vous voulez connaître la valeur des parents, regardez l'enfant. Vous regardez l'enfant, vous n'avez pas besoin de regarder les parents. Comme quoi, tel père, tel fils, c'est cela? Tout simplement. Vous regardez l'enfant, vous savez si les parents ont la tête sur les épaules ou pas. On va dire ceci. Vous êtes un père, vous avez une maison chez vous, vous avez tout chez vous pour faire en sorte que vos enfants soient éduqués par vous, à côté de vous, chez vous, tous les jours. Vous trouvez que votre maison est sale, votre maison n'est pas aussi bonne pour que votre enfant soit éduqué là, vous l'envoyez chez le voisin. Vous ne trouvez pas que vous avez un problème dans la tête, vous-même parents? Est-ce que vous trouvez que vous êtes normal? Au lieu de mettre les conditions adéquates pour que votre propre enfant puisse être fier de vous, qu'il puisse apprendre chez vous, vous l'envoyez chez le voisin. Mais l'enfant, quand il va chez le voisin, il voit que le père a détruit la maison dans laquelle ils vivent, n'est-ce pas? Et l'enfant doit aller vivre chez le voisin. Vous pensez que cet enfant-là, le modèle qu'il va suivre, c'est lequel? N'est-ce pas le père? Il va suivre le modèle du père. Donc, il ne va jamais construire quoi que ce soit, puisqu'il sait qu'il ne faut pas construire. Et donc, ceux qui sont là, ceux qui nous gouvernent, ils n'ont, moi je pense qu'il y a, soit c'est par incompétence, soit c'est par ignorance, soit c'est par négligence, soit c'est par, je ne sais pas, mais peut-être que tout à la fois, peut-être qu'ils ne connaissent pas la valeur de l'éducation. Une volonté manifeste de détruire alors. Ils ne connaissent pas la valeur de l'éducation eux-mêmes. Parce que s'ils connaissaient la valeur de l'instruction, de l'éducation et de l'instruction, ils comprendraient que la base de tout, c'est l'éducation. Si vous êtes aujourd'hui ministre, moi je suis ministre aujourd'hui, ministre de l'éducation aujourd'hui, je ne suis pas éternel. Après moi, il faut qu'il y ait d'autres ministres de l'éducation. Où est-ce que je vais aller les chercher si je ne les forme pas?
si je ne mets pas les conditions adéquates pour les former? Où est-ce que je vais les chercher? Alors, mais dis-moi, Marie-Louise, dans ces conditions d'apprentissage ou de travail, à quoi peut-on s'attendre? Que peut attendre un pays dans tel système? Est-ce que le système existe d'abord? Pour s'attendre à quelque chose, il faut que la chose existe. Est-ce que nous avons le système qui existe? Nous avons le nom. Nous avons le nom, n'est-ce pas? Le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons le nom. Nous avons des individus qu'on a pris, qu'on a mis là pour dire, toi, tu es ministre de l'Éducation nationale. Juste ça s'arrête là. Le ministère de l'Éducation nationale n'existe pas au Congo. Donc, le système éducatif, quand je dis n'existe pas, en concret, concrètement. Donc, le système éducatif n'existe pas du tout. Si on a tué l'école publique, sciemment, vous savez, pour détruire un peuple, on ne cherche pas à le tuer, on détruit juste son éducation. Quand on a détruit l'éducation d'un peuple, on a détruit son peuple. Regardez aujourd'hui, tu me demandes à quoi on peut s'attendre. Regarde aujourd'hui. Pour connaître la valeur d'un peuple, tu n'as pas besoin d'aller dans ce pays-là ou vivre avec le peuple. Juste assieds-toi dans ton fauteuil chez toi et observe la culture que produit, donc la création et la production culturelle de ce peuple. Une fois que tu as regardé, observé la création et la production culturelle de ce peuple, tu connais la valeur de ce peuple. Quand tu regardes chez nous, les jeunes artistes, d'accord? Je prends ça, les jeunes artistes qui produisent de la musique, un rythme magnifique, tout le monde peut danser. Et on regarde dans le rythme magnifique des paroles, Ben Kebin Bipen. On s'attend et ça passe comme ça passe dans le marché. Et le ministre danse. C'est pas censuré. Voilà. Les ministres dansent, les politiciens dansent, on ne censure pas. Le ministère de la Culture est heureux. Ça veut dire qu'ils ont un objectif, il y a un calendrier derrière, il y a un objectif derrière. C'est l'instruction ou la non-instruction a toujours un objectif. Ils ont toujours un objectif. On instruit pour un objectif, on détruit, on refuse l'instruction pour un objectif. L'objectif est clair. On veut détruire le peuple congolais et on est arrivé. Et pourquoi ils dansent sur ce genre de musique? Quand on dit Sahabu Subilamboa, ils dansent. Pourquoi? Parce qu'ils ont atteint leur objectif. Ils sont heureux. Nous avons atteint l'objectif qu'on voulait atteindre. Nous avons détruit le peuple congolais. Nous avons détruit l'éducation congolaise. Et là, c'est des générations parce que on va dire que ces enfants qui chantent comme ça, à quoi s'attendre? À rien du tout, parce que ces enfants qui sont englués dans cette perte qu'on peut déplorer, ils vont avoir des enfants. La première génération perdue, ce sont ces enfants-là donc qui vont devenir des parents eux-mêmes. La plus belle femme ne peut vous donner que ce qu'elle a reçu, ce qu'elle a. Voilà. Même la plus belle femme au monde ne peut vous donner que ce qu'elle a reçu, c'est-à-dire sa beauté physique, rien de plus. Donc, ces enfants-là ne peuvent donner à leurs enfants que ce qu'ils ont eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont à donner à leurs enfants? Voilà une deuxième génération de perdus. Si on ne fait pas attention, cette génération deuxième qui viendra perdra aussi une troisième. Donc, on a en perspective 3 générations de perdus tant que nous serons dans cette façon de faire et de voir, n'est-ce pas? Nous avons des ministères qui sont là autour de l'enfant, autour le ministère de la Culture doit servir l'éducation. Mais notre ministère de la Culture est là pour faire des musiques traditionnelles folkloriques. C'est ça. Malheureusement, mais pourtant, en 2013 et 2014, le gouvernement congolais avait consacré ces 2 années pour l'éducation, question d'améliorer un peu les conditions de travail des enseignants, mais aussi l'apprentissage pour les élèves et probablement la construction des nouvelles structures scolaires. Mais on se rend compte que 8 ans après, on se retrouve au même point, malgré les 300 milliards de francs CFA qui avaient été débloqués. Je reviendrai pour te poser une question là-dessus, mais je préfère t'inviter à suivre une fois de plus un autre reportage plutôt, mais cette fois-ci, c'est à l'université Marangwabi. Il s'agit de la déclaration de la fédération, disons, du collège syndical de l'université Marangwabi qui menace d'aller en grève d'ici à septembre prochain si les revendications ne sont pas prises en compte. Et puis, on reviendra sur notre plateau. Le collège intersyndical
de l'université Marien Ngouabi s'est tenue le vendredi 6 août 2021 au siège du SINESUP dans le complexe universitaire Bayardel pour faire le point sur l'application du protocole d'accord signé avec le gouvernement le 1er août 2019 et conduite à tenir. Après débat, le collège intersyndical relève ce qui suit. 1. La nomination par le gouvernement d'une équipe de présidence complète à la tête de l'université Marien Ngouabi. 2. Le respect par les syndicats de l'université Marien Ngouabi de l'intégralité de leurs engagements, ce qui a permis l'apaisement du climat social pendant plus de 2 ans. 3. La fin du protocole d'accord au 30 juin 2021 et sa violation par la partie gouvernementale qui n'a pas respecté ses engagements à tel point qu'à ce jour, 6 quotités sur les 18 convenus n'ont pas été versées. En considération de ce qui précède, le collège intersyndical exige 1. Le paiement sans délai des salaires du mois de décembre 2019 et juillet 2021. 2. Le paiement de toutes les heures diverses dues au titre des années académiques 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. 3. Le respect de la concomitance dans le paiement des salaires des agents de l'université Marien Ngouabi et ceux de la fonction publique. 4. Le versement en faveur de l'université Marien Ngouabi d'une somme conséquente pour l'amélioration des conditions de travail et la réussite de la rentrée académique 2021-2022. Ainsi, si jusqu'au 6 septembre 2021, les revendications contenues dans la présente déclaration ne trouvent pas satisfaction, le collège intersyndical se réserve le droit de déclencher une grève illimitée, une grève générale et illimitée. Le collège intersyndical. Alors, Marie-Louise Angot, tu viens de suivre cette déclaration, on se rend bien compte que le problème, il est entier. L'université n'est pas épargnée, avec beaucoup d'arriérés de salaires non payés, la bourse n'est pas payée, les conditions ne sont pas améliorées, et on se rend compte que ça dure quand même longtemps, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Quelle analyse faites-vous d'une telle attitude d'un gouvernement qui finalement ne veut rien entendre et feint de ne rien voir en réalité? De 1979 à 2021, j'invite les Congolais de partout, de toutes les régions, à regarder autour d'eux et à compter le nombre d'écoles maternelles, d'écoles primaires, de collèges, de lycées et d'universités qui ont été bâtis autour d'eux, de 1979 à 2021. Ils comprendront le projet réel du régime en place. Ils comprendront les objectifs réels. L'intersyndical de l'université Marien Ngouabi déplore plusieurs mois d'impayés et des conditions de travail déplorables. Moi, je reviens sur ça. Je dis, tous les enseignants congolais qui vont travailler dans des conditions dans lesquelles ils travaillent sont complices de leur malheur. Il faudrait que les enseignants arrêtent d'enseigner et que les parents arrêtent d'envoyer leurs enfants à l'école. Ils sont déjà perdus. Ils n'apprennent rien. Il n'y a rien à aller prendre là-bas. Ils vont à l'école avec quel objectif? Aujourd'hui, on dit qu'il y a des mois d'impayés. Effectivement, il y aura des mois d'impayés puisqu'on ne connaît pas la valeur de Quand on était à l'université, il y avait un ministre de l'Éducation nationale qui avait dit que les étudiants ne sont pas qui produisent du ciment. Il nous a balancé ça. Et donc, la bourse n'était pas un droit. Il nous a dit ça parce qu'on revendiquait nos bourses. On ne prend pas un ignare qu'on met là pour aller créer de l'élite. Et donc, le gars, il nous a dit la bourse n'était pas un droit, c'était une faveur. Donc, pour former l'élite de demain, il faudrait que cette élite de demain aille quémander ce qui lui revient de droit, en sachant que les hommes politiques ne sont pas les propriétaires d'un État, d'un pays,
mais c'est le peuple qui est propriétaire. Eux, ils sont là au service du peuple. Ils viennent nous voir pour dire, je vais te représenter là-bas. Donc, ils portent notre voix là-bas. Ce n'est pas pour prendre notre place. Et comment se fait-il que eux, ils prennent des décisions maintenant pour dire, ils ne peuvent pas nous donner nos droits. Les enseignants de l'université Marien Ngouabi, je vais dire, s'ils sont capables, s'ils sont réellement des enseignants, si ce ne sont pas des parachutés, si ce ne sont pas des yakanokinoki qu'on a mis là parce que c'était pour faire des faveurs, si ce sont des gens qui ne veulent pas, moi, je ne peux pas brader mon savoir. Moi, je ne peux pas brader mon savoir. Je ne peux pas brader moi. Ce que je sais faire, je le fais bien. Et je suis fière de le dire, je le fais bien. Et comme je le fais bien, je ne vais pas me brader. Donc, je ne vais pas me mettre à genoux devant quelqu'un qui va me dire, va enseigner 398 enfants qui sont assis par terre. Je ne le ferai pas. Je ne vais pas me mettre à enseigner des étudiants qui sont l'élite de demain, les futurs présidents et les ministres de demain, aller dans des amphithéâtres où il n'y a rien, pas de micro ni quoi que ce soit. Moi, je dois aller les enseigner et je ne suis pas payée. Pour quelle raison je vais faire ce sacrifice? Quand il y a des milliards, comme des 300 milliards alloués à l'éducation qui se volatilisent, on ne sait pas où. Je ne vais accuser personne, mais l'argent est passé où? Il faudrait aussi faire de l'audit. On ne peut pas. Un pays où on ne fait aucun audit, on peut s'attendre à quoi? Donc, si les enseignants, je vais revenir, si les enseignants repartent travailler sans avoir gain de cause, ils sont complices de leur malheur et qu'ils arrêtent de pleurer. Une façon de dire que les peuples n'ont que des gouvernants qu'ils méritent. Ils méritent, voilà. Quelle alternative peut-on envisager pour trouver des solutions efficaces, mais aussi durables pour ce système éducatif congolais où tout le monde s'accorde à dire que finalement c'est un système à terre aujourd'hui? L'État se met sur trois piliers. Il y a 3 piliers pour l'État qui travaillent en boucle. Nous avons l'éducation, la santé, et puis la défense, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Ça, c'est l'État. Si on déséquilibre les 2 autres piliers et on prend juste un pilier et on renforce ce pilier-là, c'est un État qui ne fonctionnera pas. Le Congo n'a jamais été en guerre. Aucun pays, moi je ne me souviens pas, je suis née en 1964, de 1964 jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a eu, peut-être qu'il y a eu, je ne connais pas toute l'histoire du Congo, et puis bon, j'ai quand même vécu assez longtemps hors du pays, plus de la moitié de ma vie hors du pays, mais je suis en contact avec le pays. Je n'ai jamais entendu qu'un pays ait déclaré la guerre au Congo. Donc, cet approvisionnement d'outils de guerre, de machines de guerre au détriment de la santé et de l'éducation, je ne comprends pas. Et donc, l'alternative serait déjà de faire un audit de tout ça, qu'on essaie de voir qu'est-ce que le Congo veut, de quoi a-t-il besoin? Parce que le système éducatif, s'il existe, moi je ne sais pas, quand on essaie de voir les autres pays, le Burkina Faso a 7 universités publiques, 6 ou 7 autres universités, des institutions privées qui font office d'université. Le Sénégal, je pense, 6 universités publiques et plus d'une dizaine d'universités privées, n'est-ce pas? Avec des centres de technologie et tout ça. Nous, au Congo, quand vous allez à l'école de CP jusqu'à, comme disent les Ivoiriens, jusqu'à, vous devez aller sur une ligne droite. Si vous ne comprenez pas les théorèmes de Pythagore, c'est que vous êtes bête. Si vous ne comprenez pas la philosophie je ne sais pas, de Platon, c'est que vous êtes bête. On n'a pas compris qu'au Congo, on mange du pain, on mange du manioc, on mange du foufou et qu'il faut former des gens qui fabriquent ces choses-là, qui produisent ces choses-là. S'ils ne peuvent pas aller tous pour être des philosophes, des ingénieurs, des médecins, mais formons des gens en cours de route pour ne pas laisser les gens sur la paille. On évalue les besoins et les capacités de ce que nous avons comme main-d'œuvre, comme pouvoir humain. On dit, bon, qui est capable de quoi dans ça? Si l'enfant, on voit qu'on essaie avec si ça ne marche pas, on essaie avec les maths, ça ne marche pas, on essaie, il y a toujours quelque chose qui fait qu'un enfant puisse être, quand on dit un enfant est surdoué, il n'est pas surdoué en tout, hein. Il peut être surdoué en mécanique, mais envoyez-le en mécanique. Il est surdoué en maçonnerie, envoyez-le en maçonnerie. Il est surdoué en plomberie, envoyez-le en plomberie. Il est bon en pâtisserie, envoyez-le en pâtisserie. Il faudrait que le système éducatif congolais puisse comprendre ça.
Ce n'est pas un truc droit comme ça, il faut qu'il y ait des ramifications. Si on n'a pas compris ça, on ne comprendra pas. Mais pour comprendre ça, il faut déjà qu'on comprenne que le Congo n'est pas un pays en guerre contre qui que ce soit d'autre que le peuple congolais lui-même, parce qu'on achète des armes pour tirer sur les Congolais. Il faut qu'on arrête cette folie et qu'on revienne pour comprendre qu'un État qui marche sur 3 piliers. La santé, l'éducation d'abord, la santé, et puis la défense, la sécurité viendra après. N'est-ce pas? Il faut équilibrer ces choses-là. Si ce n'est pas équilibré, il n'y aura jamais d'éducation au Congo et les parents qui envoient leurs enfants aller s'asseoir par terre sont des sorciers. À t'entendre parler, est-ce que c'est dire que finalement, c'est une volonté manifeste pour ce régime de détruire le Congo-Brazzaville? Il y a un autre fait d'ailleurs qui me remonte à l'esprit, c'est que lorsqu'on regarde, je ne sais pas si ce sont toutes les écoles de la ville d'Oyo, mais quelques écoles au moins où on a respecté, mais vraiment les normes de construction des établissements scolaires, des écoles bien dotées en matériel didactique, des enfants qui ont un parc informatique, mais vraiment bien fourni. Alors, donc, ces enfants étudient dans des conditions plus ou moins acceptables, ce qui n'existe pas ailleurs, c'est-à-dire en dehors de la ville d'Oyo. Donc, cela veut dire que finalement, Sassou Nguesso et ses hommes sont bien conscients de ce que devrait être une école au XXIe siècle. Ils l'ont reproduit à Oyo, mais pas ailleurs, c'est-à-dire pas dans les autres départements. Est-ce qu'on peut penser que c'est une stratégie, mais une volonté manifeste finalement de détruire l'école au Congo-Brazzaville et ne garder que finalement sa localité en fait connectée? Je vais redire ce que j'ai dit. Quand on veut détruire un peuple, il n'y a pas 1000 façons de le faire. Il faut juste détruire son éducation. Une fois qu'on a détruit l'éducation d'un peuple, on a détruit tout le peuple. Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui a de la haine. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, mais il a de la haine contre les Congolais. C'est quelqu'un qui déteste les Congolais à un point qu'on ne peut pas imaginer. Tous les Congolais, du nord au sud, on va dire qu'il est là depuis près de 40 ans, ce monsieur, en 79 à aujourd'hui, avec une petite parenthèse de 5 ans, mais il est là depuis longtemps, 79 jusqu'à aujourd'hui. Quand on essaie de voir, tu as dit que Oyo, l'école de Oyo est à les normes. Bien structurée. Voilà, est structurée dans les normes, selon les normes modernes. Maintenant, quand on sort de Oyo, moi, je vais inviter les Congolais de partout, du nord d'abord, on va dire, du Congo, de regarder pendant ce temps, dans la les enfants voyagent dans l'eau. Les enfants voyagent dans l'eau pour aller dans d'autres localités, dans des pirogues de fortune, pour aller chercher l'instruction. Et ces enfants-là se noient dans l'eau, meurent, n'est-ce pas? Ils sont au nord. Les gens qui soutiennent, c'est-à-dire la base immédiate, la base primaire de Sassou Nguesso, ils sont au nord. Si Sassou Nguesso avait de l'amour, tu ne penses pas qu'il aurait développé le nord, même ne serait-ce que l'éducation? Il n'aime pas les nordistes même. Il n'aime pas les Congolais du tout. Il n'aime personne. Il veut détruire. Et même Oyo, ce qu'il est en train de faire à Oyo, c'est n'importe quoi. Parce que moi, j'ai pas peur, en fait, quand j'entends, oui, les hommes politiques, ils envoient leurs enfants étudier à l'étranger. Je n'ai pas peur, j'en rigole. On les voit ici, les enfants des hommes politiques. On les voit ici. Quand tu sors d'un arbre pourri, tu es pourri. Un arbre c'est-à-dire, on reconnaît l'arbre par ses fruits. On les voit ici. Oui. Quand ils sortent de ces écoles où on paye 30 000 € par an, par enfant, ils sont ici, 30 000 € par an et par enfant, ces enfants-là, après avoir eu leur diplôme… Avec l'argent, en plus, avec l'argent du contribuable. Du contribuable congolais, volé dans les caisses du Congo. On les forme là-bas, ils deviennent des ingénieurs, des avocats, ils connaissent le droit. Quand ils rentrent au Congo, regardez ce qu'ils font. Est-ce que ça a la valeur de ce qu'ils ont appris? Est-ce que ça reflète ce qu'ils ont appris? J'en rigole, en fait. J'en rigole, mais un rire nerveux. Ça me rend malade de voir que ces gens-là n'aiment pas le pays. Et surtout, Sassou Nguesso. Moi, j'indexe Sassou Nguesso parce que c'est lui qui est là depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui et le système perdure. Ça veut dire que c'est lui l'architecte de cette destruction. Même les gens de Yo, à qui il a donné cette école-là, ils n'iront nulle part. Ils n'iront nulle part. Parce qu'après là, ils vont aller où? Le Congo n'a pas d'université, ils vont aller où? Il n'y a pas d'université au Congo, il n'y a pas d'institution au Congo, il n'y a rien.
ils vont faire quoi? S'ils construisent, s'ils développent des universités à Oyo, il n'y a pas de problème. C'est le Congo. Hein. Nous allons tous envoyer nos enfants là-bas étudier. Mais il ne le fera même pas. Il n'aime même pas les gens d'Oyo. Donc, c'est une volonté manifeste de détruire le peuple congolais. Et Sassou Nguesso est l'architecte de cette destruction. Personnellement, je l'en tiens personnellement responsable. C'est-à-dire les autres qui sont là, les Koliné Makosso, c'est des petits pions. Koliné Makosso, c'est un petit pion. Il fait ce qu'on lui dit de faire. Ce n'est pas un Koliné Makosso qui viendra dire voici le plan que je veux pour voilà pendant mon règne, voici les objectifs que nous allons atteindre ça. Nous allons construire tant d'écoles maternelles, tant d'écoles primaires, tant de collèges, tant de lycées, tant d'universités. Je lance un défi à Koliné Makosso. S'il est vraiment responsable, s'il est vraiment libre, qu'il me prouve qu'il est capable, qu'il fasse ça. Il ne le fera jamais parce que ce n'est pas lui qui a les manettes. Il est juste une marionnette à qui on dit bouge-toi ici, couche-toi là. Il va le faire comme ça. Il ne fera rien d'autre. Donc, l'éducation au Congo, ce n'est pas que l'éducation qui est détruite, c'est parce que l'éducation, c'est la base, c'est le socle de tout. Quand vous avez une bonne éducation, vous êtes bien dans votre peau. Vous avez une psychologie en place, vous avez le moral en place, vous avez tout. Nous, à l'autre époque, on nous apprenait la morale et puis l'éducation civique, n'est-ce pas? On nous apprenait à aimer le Congo. On nous apprenait à être des citoyens congolais. Aujourd'hui, on a quoi? Rien du tout. Donc, même les enfants de Oyo, j'en ai pitié, mais ils ont beau avoir les belles écoles, je ne les envie pas, parce qu'ils n'iront nulle part avec. Ils n'iront nulle part avec. Sassou Nguesso a fait semblant de construire une chose qu'on appelle université, Sassou Nguesso, parce que lui qui ne sait rien de l'université, il a besoin d'avoir une université, mais qu'il forme d'abord les enseignants. Les ENI n'existent plus, les centres de formation des enseignants, ça n'existe plus, on ne forme plus les enseignants. On ramasse les gens qui vendent de la viande au marché parce qu'ils ont un baccalauréat, venez enseigner. Mais est-ce qu'ils ont de la pédagogie? Mais au fait, pendant que tu parles des enseignants qui ne sont plus formés, il a existé au Congo, à une époque donnée, je crois, un institut qu'on appelait INRAP, hein, c'est ça, qui s'occupait des programmes scolaires. Est-ce que ça existe toujours? Sassou Nguesso a trouvé des industries au Congo. Nous avions des industries. Nous étions l'un des pays les plus industrialisés au Congo. Sassou Nguesso a trouvé de l'infrastructure au Congo. Sassou Nguesso a trouvé des usines au Congo. Sassou Nguesso a trouvé beaucoup de choses qui étaient là pour aider à améliorer les conditions de vie des Congolais. Et lui, comme je dis qu'il déteste, Sassou Nguesso a une haine viscérale envers les Congolais. Il a détruit tout ce qui existait au Congo, qui pouvait permettre aux Congolais de grandir. Il a tout détruit. Aujourd'hui, les programmes scolaires, est-ce qu'on a même des programmes scolaires d'abord? Qui est-ce qui s'assoit? Quel est le collège académique au Congo qui s'assoit pour décider des programmes scolaires? Qui? Qu'on n'en a pas. Le manuel scolaire, on ne sait pas. Moi, une fois en France, dans un établissement où j'enseignais, vous savez, en France, ils font une révision de leur programme de temps en temps. Et donc, cette année-là, il était question que l'on change de CDI. Enfin, qu'on vide le CDI, qu'on enlève tout le CDI. Ils ont changé le programme. Et donc, tous les livres qui étaient dans le CDI devaient aller au pilon. Moi, j'enseignais là, je dis, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on prenne les livres et qu'on va mettre au pilon. Vous allez voir les responsables de l'établissement, je dis, je les veux, ces livres-là. Ils me disent tout, je dis oui, tout, je les veux. Ils m'ont laissé prendre tous les livres de ce CDI. J'ai vidé le CDI. J'ai eu des amis avec des camions, on est allé. C'est-à-dire, ils nous regardaient, je dis, je vais envoyer chez moi au Congo. Ils nous regardaient, on a transporté des livres. On a pris, j'avais chez moi assez d'espace, donc j'ai isolé une chambre. J'ai rempli la chambre jusqu'au plafond des livres. J'ai dit, je vais les envoyer, ça fera, je vais dire, voilà, au Congo, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de petite bibliothèque dans les écoles. Alors qu'ici, à l'école primaire, il y a une bibliothèque, à la maternelle, il y a une bibliothèque. Au Congo, il n'y a pas. Dans les collèges, lycées, il n'y a pas. Moi, j'ai dit, au moins au lycée de Bomo, de Dolizy, on va envoyer, et on va envoyer un peu partout. Et si vous allez voir l'ambassadeur, je ne sais pas le nom, mais si vous allez voir l'ambassadeur du Congo à Paris. J'arrive chez monsieur l'ambassadeur, je ne peux pas le voir, je vois, on me dit, il faut voir le service culturel, de bla. OK. Quand vous dites ambassadeur, tout le monde va se poser la question, mais c'est qui exactement? Je crois que ça ne devait pas être un secret. C'est qui en ce temps-là qui était là? Alors, je parle de Henri Lopez. Je vais donner l'année, comme ça chacun va se débrouiller à trouver le nom.
Je parle de, je pense que c'était 1995-96. 1995-96. Donc, il n'en a Moi, trouvé. j'ai deviné. C'est Henri Lopez, oui, on peut continuer. C'est lui. Donc, je vais voir le service culturel. Enfin, on ne peut pas le voir, donc il faut passer par le service culturel. Je vois le service culturel, j'explique, j'ai dit, j'ai récupéré des ouvrages de tout, hein, physique, chimie, donc tout ce qui est science, tout ce qui est littéraire, tout ce qui est machin, tout le CDI de l'école. J'explique, j'ai récupéré, et il faudrait qu'on envoie au Congo. Je n'ai pas les moyens, est-ce que vous pouvez prendre en charge? Ils m'ont dit que, ici en France, il y a des associations qui aident les gens à envoyer des choses. Donc, vous allez voir les associations qui vous fassent des subventions pour que vous envoyiez. L'ambassade de Congo. C'est-à-dire, je n'ai pas bien compris. L'ambassadeur te fait savoir qu'il faut aller voir les... Par l'intermédiaire du service culturel, que je devrais aller voir les associations en France qui aident les Africains avec des subventions pour avoir des conteneurs pour envoyer des choses chez eux. Moi, je veux envoyer au Congo pour l'école. Le service culturel congolais… Et parce que lui ne pouvait pas le faire. Il ne voulait pas le faire. Parce qu'il y a un budget pour ça. Si lui ne peut pas le faire ici, il n'a pas de budget, il n'avait qu'à demander le budget au Congo, il pouvait l'avoir. Il n'avait pas voulu le faire. Henri Lopez, c'est un écrivain, c'est un intellectuel. Ils ont refusé. J'ai gardé les livres chez moi. En plus. Voilà. J'ai gardé les livres chez moi et je les donnais à chacun quand quelqu'un partait au Congo. Tiens, tu as des enfants là-bas, tiens, prends 4, prends 5. Et donc, j'ai envoyé des livres comme ça jusqu'à ce que, à un moment donné, j'ai dû m'en débarrasser, j'ai jeté parce que je ne pouvais pas les garder. Je ne pouvais rien faire. Donc, pour dire simplement que c'est une planification qui est là pour détruire le Congolais. Sassou Nguesso déteste les Congolais. Si les Congolais ne comprennent pas ça, c'est qu'ils sont perdus, mais alors vraiment perdus. Merci Marie-Louise Angot. Nous sommes donc à la fin de notre émission, mais je vais revenir donc sur ce qu'on avait promis à nos téléspectateurs, notamment l'extrait de votre série que vous êtes en train d'ailleurs, je crois, tourner encore, ou bien vous êtes déjà à la fin, bien en plein montage? On avait terminé le tournage en 2019 et le film était prévu, la sortie du film était prévue en juin 2020. Et avec la Covid, on n'a pas pu sortir le film, mais le tournage est terminé, le montage est terminé. Mais comme nous voulons, c'est une série, hein, et donc comme nous voulons que la série soit accessible à toute l'Afrique, et en sachant que l'Afrique a 3 langues officielles, et donc nous avons aussi voulu aller en France pour faire les enregistrements des voix, pour faire le doublage, mais la Covid nous en a empêché. Et donc, nous sommes en train de travailler sur les sous-titrages. Et donc, il y aura des sous-titrages sous-titrage français, anglais, portugais. Et donc, nous sommes en train de travailler. Voilà, donc, je vais donc proposer à nos téléspectateurs de suivre cet extrait avec nous. Question d'apprécier ce qui les attend. En avant-goût. D'accord, il n'y a pas de problème. My husband, come back here. Come back here. What do you want again? I need to know the truth today. So are you going for a DNA test then? Right? You tell me the truth or I'll walk out of here. I told you the truth. He's not my son. Stop this nonsense. I'm not hiding anything from you. I just don't want to keep playing like a child. Is this hard to understand? When did you make that decision of not wanting to play like a kid anymore? Does that mean I'm a child? Heaven? You're going to hell. And it wasn't about what you wanted. You're funny. Do you want me to die? You don't understand what's happening here. You're right, I don't understand and I don't want to. Mummy wants to see you. You reported me, didn't you? For what? For going to classes without your permission. Get back down! I'm gonna chop your tongue into tiny little pieces. Whoa! Are you not ashamed of attacking a baby like us so violently? Babe yourself! Alors voilà, mais dis-moi, la sortie, tu as dit, est prévue pour quand déjà, cette série? On a
pas de date précise parce que cet épisode, hein, parce que ça c'est un épisode de la série, cet épisode est prêt. Ce que nous recherchons maintenant, ce sont des partenaires pour la diffusion dans toute l'Afrique. Et donc, nous recherchons des contacts dans le monde audiovisuel, dans tous les pays africains qui seraient intéressés de travailler avec nous. On essaiera de voir les conditions de partenariat, comment on peut gérer, comment on peut créer un partenariat avec eux. Donc, le film peut sortir d'un moment à l'autre. Alors, merci. C'est nettement, comme qui dirait, la boucle est bouclée. Probablement que tu as une dernière préoccupation, mais qui comptera également pour le mot de la fin. Une préoccupation, quelque chose que tu aurais souhaité dire, mais dont la question n'a pas été posée. Ce que je pourrais dire ne suffira pas ici. Donc, je pense qu'on devra faire une autre émission pour ça. C'est voir concrètement, faire des propositions à ces gens, parce que je pense que les hommes politiques congolais n'ont pas d'idée. Ils sont retrouvés là pour dire que ce sont des ministres, mais ils n'ont aucune idée en fait. Ils n'ont pas d'idée. Ils ne savent pas quoi faire. On leur donne des portefeuilles d'argent pour gérer. Ils ne savent pas quoi faire. C'est pour ça qu'ils pensent que l'argent qu'on leur donne, c'est pour aller acheter les faveurs des femmes et puis faire des bébés ici et là et puis entretenir toutes les femmes du monde. Moi, ce que je pense, c'est la prochaine fois que j'aurai l'opportunité, et il en faut l'opportunité de parler de ce sujet, on va essayer de parler, de leur donner des idées. Puisqu'ils n'en ont pas, ben on va leur donner des idées. Comment faire en sorte qu'il y ait un système éducatif viable au Congo? Et qu'est-ce qu'il faut? Quel objectif qu'il faut? Quels sont les objectifs que le Congo devrait avoir? Parce qu'il faut déjà poser les préalables, poser les objectifs. De quoi on a besoin? On peut pas aller acheter des portes si on n'a pas déjà le plan de la maison et la maison. Donc, il faut déjà poser le plan. De quoi on a besoin. Et c'est avec ça qu'on pourra voir comment créer un système éducatif adéquat et adapté à nos besoins. Bien voilà, c'est aussi la fin de cette émission. Merci Marie-Louise Angot d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes enseignante et écrivaine. Vous intervenez là sur la problématique de l'éducation au Congo-Brazzaville. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci d'avoir consacré votre temps si précieux à nous suivre. Restez donc branchés sur votre canal d'information TLR TV. Je vous retrouve très prochainement. Merci.